Et donc, 2 jours seulement après l'enterrement de Bernard Djonga, le ministre camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales a alors signé cette lettre très controversée à l'intention de l'ambassadeur du Brésil au Cameroun portant agrément pour l'importation des produits aviaires. On en parle ce matin avec nos invités. Léopold Kemga est le président de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun. Nous avons également comme invité ce matin Dr Louis Cardeux, qui est le responsable du département études et enquêtes de l'ACDIC. L'ACDIC, c'est l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Bon, Begad, bonjour à vous d'abord. Bonjour, monsieur Fopo-Sénégou. Bonjour à nos auditeurs, nos invités. Dr Louis Cardeux, bonjour. Bonjour Eric Fopossi. Et donc à ce jour, les inputs n'étaient pas interdits d'importation au Cameroun. D'où vient-il que le MINEPIA se retrouve à écrire une lettre à l'ambassadeur du Brésil pour marquer un quelconque accord? Côté MINEPIA, ils disent avoir écrit cette lettre à la demande de l'ambassade. What for? Quel est l'usage que va en faire l'ambassade du Brésil? Pour rappel, les découpes de poulets congelés qui entraient au Cameroun provenaient de 19 pays dont le Brésil. Question, pourquoi le Brésil a-t-il besoin d'une lettre spécifique? Une chose est sûre, c'est que le MINEPIA a agi sous pression, affaire à suivre de près. Ceci est un extrait de ce que vous avez dit tout récemment dans une tribune. Expliquez-nous de quoi il s'agit, docteur. Alors, en ce jour, le Cameroun, bien évidemment, importe des intrants pour la production aviaire. Et donc, ce que vous mettez là-dedans, on peut commencer par des parentaux. Ce sont ces poulets-là qui permettent de produire les œufs à couver. Vous pouvez mettre les œufs à couver aussi, et vous pouvez mettre des poussins d'un jour. Disons qu'il y a plusieurs choses qu'on peut discuter dans cette décision-là, mais on peut aller pas à pas. D'accord. Et donc, à ce jour, il n'y avait pas de polémique autour de ces activités d'importation. Les personnes qui soutiennent la lettre du ministre disent que c'est pour diversifier les sources, parce que en l'état, cela provenait de la zone de l'Union européenne. Et que aujourd'hui, diversifier pour que l'on se retrouve à importer du Brésil serait favorable pour le marché. Reconnaissons, il faut qu'on fixe le cadre pour que ce soit très clair. Aujourd'hui, le poussin d'un jour coûterait, en fonction de là où on se trouve, sur le territoire national, environ 700 francs CFA, ce qui est une forte inflation. Il faut dire qu'il y a 5 ans, par exemple, on se retrouvait autour de 400 francs CFA. Il faut dire aussi que le prix du poulet a considérablement augmenté sur le marché à cause de ce problème de matières premières et donc de la rareté des vols entre l'Europe et l'Afrique. Voilà où nous en sommes. Maintenant, ce qui est querellé, c'est que la lettre, la correspondance du ministre ouvre un boulevard pour l'importation de tout produit aviaire. C'est-à-dire que, sous prétexte d'importer des intrants, on autorise l'importation des produits et sous-produits aviaires. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans produits et sous-produits aviaires? Ça interroge. Ça interroge. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a aujourd'hui précisément un lever de bouclier. Parce que si on dit simplement produits et sous-produits aviaires, cela suppose que même les découpes de poulet congelés peuvent se retrouver dans cette catégorie-là. Et il est nécessaire que le ministre précise si les découpes ne font pas partie de la catégorie. Donc, on peut s'arrêter simplement à un problème de communication et dire que ce problème-là peut être réglé très rapidement par peut-être un simple communiqué pour préciser l'objet de l'importation. Donc, vous dites que les découpes de poulet entraient déjà au Cameroun?
Poulet congelé. Le Brésil, il y a deux sources aujourd'hui. Oui. Le Brésil approvisionne à 75% le poulet mangé au Tchad. C'est-à-dire que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que le Brésil est un gros fournisseur de découpes de poulet congelé en Afrique centrale. Et donc, si vous ouvrez une brèche, cela arrive officiellement au Cameroun. Les réseaux sont là et les lobbies existent déjà. À partir du Tchad, voisin, qui partage plusieurs milliers de kilomètres avec le Cameroun, les découpes de poulet congelés partent du Tchad pour le Cameroun. La deuxième source, c'est la Guinée équatoriale. À partir de là, que les découpes de poulet congelés entrent au Cameroun. Et il y a une époque où la brigade, il y a au ministère du Commerce, une brigade spécialisée pour saisir ces poulets-là. Il y a donc environ 4 ans que cette brigade fonctionnait encore. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ou ça ne fait plus son travail. Et vous observez effectivement dans les marchés du sud et du centre, du littoral, une très grande présence de découpes de poulet congelés dans les congélateurs, ça vous pouvez vérifier. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est inquiétant, et c'est pour ça que nous disons, s'il y a une brèche que l'on ouvre, que l'on laisse pour que ces produits entrent officiellement au Cameroun, les importateurs la saisiront. Alors, mais docteur Louis-Marie Capdeux, qu'en est-il de la production nationale? Est-ce que la filière avicole nationale n'arrive pas à combler la demande nationale en termes de consommation de ces produits aviaires? Oui, ça c'est la deuxième chose que nous pouvons discuter. Oui. Et qu'on peut discuter ça dans une perspective de macroéconomie, c'est-à-dire de politique économique du Cameroun. Oui. Il y a 20 ans que ce problème s'est posé. Peut-être je peux vous donner déjà les chiffres de 2021. Là, dans l'élément que Karine, votre collaboratrice, vient de lire, on voit bien que la demande se trouve autour de 105 000 tonnes par an. Oui. Alors que le Cameroun produit simplement autour de 60 000 tonnes par an. Donc nous avons plus ou moins 50% de demandes non comblées. Du point de vue économique, cela signifie qu'il existe un marché. Parce que le plus important, c'est d'avoir la demande. Quand il y a la demande, l'action économique que l'on attend d'un gouvernement, c'est d'inciter à la production pour que l'offre puisse permettre de combler la demande. Le problème, c'est que depuis 20 ans, cette situation existe et le gouvernement préfère autoriser les importations. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'interviewer l'interprofession. L'idée, c'est qu'il est possible au Cameroun aujourd'hui de produire, même les parentaux, de produire des œufs à couver et de faire des poussins d'un jour. C'est possible. Il suffit simplement qu'il y ait des mesures incitatives. De quoi s'agit-il concrètement quand je parle de mesures incitatives? Le GICAM dit aujourd'hui que la pression fiscale sur les entreprises camerounaises est de 57,7%. C'est trop. Et donc, nous ne pouvons pas étouffer le peu d'entrepreneurs qui acceptent de s'engager dans la production locale pour ensuite autoriser les importations dans des pays où il y a des facilités offertes aux entrepreneurs. C'est de ça qu'il est question. Et cela tombe même au Cameroun sous le coup de la loi sur le dumping et la concurrence des deux lois, parce que l'une est sur le dumping, l'autre sur la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en concurrence la filière nationale non subventionnée avec les filières internationales subventionnées. Les produits en provenance de l'Union européenne sont non subventionnés à la production, mais subventionnés au transport et même subventionnés à la douane. C'est-à-dire qu'avec l'APE, beaucoup de produits entrent au Cameroun sans payer la douane.
Et vous mettez ces produits-là en concurrence avec les produits locaux qui n'ont aucun soutien et dont la pression fiscale est de 57%. C'est trop. Et c'est un choix qu'il faut faire, et on peut faire ce choix-là, et on a eu l'occasion de le faire depuis 20 ans. Depuis 20 ans exactement, parce que le combat que l'ACDIC a mené, qui a conduit à l'interdiction en 2006 des découpes de poulet congelés, date même de plus de 20 ans, ça date de 1999. Donc voilà un peu le tableau. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire parce qu'il y a un manque sur le marché, alors la solution c'est l'importation. Non, la solution durable, la solution pérenne, c'est de faire en sorte que les facilités soient offertes aux Camerounais pour se lancer dans cette filière parce que le marché existe. Et ça, ce n'est pas fait. Et c'est ce qui pose problème encore aujourd'hui. Docteur, il s'agit quand même d'un secteur d'activité qui est très délicat et sujet à des épidémies. Oui, et le Cameroun, depuis 2002, a englouti dans ce que nous, à l'ACDIC, on appelle éléphant blanc. Le Cameroun a englouti plusieurs milliards dans la construction d'un laboratoire qui aurait permis de faire des analyses et qui n'est toujours pas fonctionnel jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous n'avons aucune possibilité, je dis bien aucune possibilité, de vérifier de la sécurité alimentaire, de la sécurité de ce qui arrive au Cameroun. Nous n'en avons pas. Et c'est tout un risque. Vous comprenez un peu. Quand les produits entrent dans la zone de l'Union européenne, ces produits-là sont vérifiés, ces produits sont analysés. Nous, au Cameroun, on n'a pas cette possibilité-là. Raison de plus pour la sécurité de nos consommateurs d'opter pour la solution locale. Mais surtout qu'il faut dire que la décision numéro 028 Minipia du 16 mars 2006 portant interdiction des importations de poulets congelés, renforcée par la décision numéro 0564 Minipia du 25 juillet 2006, a été le fruit d'une longue lutte sociale, et elle s'appuyait sur la loi numéro 98/012 du 14 juillet 98 contre le dumping, vous l'évoquez à l'instant, et la loi 98/13 du même 14 juillet 98 instituant la concurrence loyale. Cette décision patriotique avait été prise au plan sanitaire parce que 83, c'est un chiffre important, un tableau important, 83,5% des poulets congelés étaient impropres à la consommation humaine, 25% étaient porteurs de salmonelle, et salmonelle, hein, c'est une bactérie, ça vous savez, et puis 23% de Campylobacter, selon une analyse bien documentée du Centre Pasteur à Yaoundé. Donc vous dites que cette nouvelle mesure, cette lettre du Minipia soumet des Camerounais à une forme de danger sanitaire. Oui, au cas où, moi je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes, même ça se discute beaucoup, même au sein de l'interprofession, qui disent que ce n'est pas l'intention du ministre. Et une fois de plus, je ne voudrais pas tomber dans des conjectures. Oui. Si ce n'est pas son intention, il peut repréciser ses intentions, dit les découpes de poulet congelés ne font pas partie des produits que j'ai autorisés, que cela vient du Brésil. Mais si tel n'est pas le cas, je dis que cette lettre, cette autorisation qu'il donne ouvre la voie à la filière brésilienne qui existe déjà. Et ce que l'ACDIC a fait et que vous me dites, c'est de prendre un huissier de justice pour faire 200 prélèvements, les prélèvements de 200 échantillons sur le marché, parce que je vous explique qu'aucun laboratoire n'analyse de ces produits qui entrent au Cameroun. Donc, pour que ce soit fiable, nous avions fait le prélèvement de 200 échantillons sur 15 marchés au Cameroun, que nous avons fait analyser par le centre le plus fiable du Cameroun, c'est le Centre Pasteur, et les résultats sont ce que vous avez lu, ce qui est complètement terrible. Donc 83,5% des poulets
congelés, impropres à la consommation humaine, parce qu'on ne respecte pas la chaîne de froid, parce qu'à la production, dès la production, ces poulets ne sont pas destinés à la consommation humaine. C'est des poulets, puisque nous étions allés au Brésil, nous étions allés remonter toute la filière en Europe, ce sont souvent des poulets qui sont produits pour élever des chevaux. Et donc, nous n'avons aucun moyen de vérifier cela au niveau de la douane camerounaise, et le risque est grand et le risque est là. Docteur, vous voulez dire que, en fait, la plupart des poulets congelés, selon vos enquêtes, ont mené notamment à ce qu'on établisse que les poulets qui étaient produits pour être importés au Cameroun et partout en Afrique étaient des poulets destinés à des animaux. Ça veut dire que ça faisait pas 45 jours? Oui, c'était pas des poulets destinés pour la consommation humaine. Et donc, c'est pour cela que à 83%, vous voyez, le Centre Pasteur a déclaré que ces poulets-là sont très dangereux pour l'homme. Donc c'était ça un peu, puisqu'il y avait plusieurs filières, il y avait quand même, ces poulets venaient quand même de 19 pays, donc les réalités n'étaient pas les mêmes. Et aujourd'hui, le Brésil faisait partie des principaux fournisseurs. Le Brésil reste l'un des principaux fournisseurs en Afrique et en Afrique centrale. Je vous parle là d'un cas concret, c'est le Tchad, où 75% de poulets que vous retrouvez là viennent du Brésil. Et donc, ce sont des faits factuels. Docteur, est-ce qu'on peut dire que le ministre a réagi sous pression? Sous pression parce que les entrepreneurs brésiliens, quand le Cameroun, qui avait interdit en 2006, a manifesté une fois de plus son intention d'importer du Brésil, les entrepreneurs brésiliens ont demandé et obtenu d'être rassurés. Parce que c'était des gros enjeux. Ce que je dois vous dire, par exemple, c'est qu'un conteneur de 20 pieds importé rapporte, je parle de rapporter de bénéfices, 7 millions de francs CFA. Ce sont de très gros enjeux financiers. Si je vous donne encore un autre chiffre, c'est que le travail que nous avions abattu avait permis, parce que le directeur général des douanes à l'époque avait écrit à l'ASBIC pour obtenir ces chiffres. Pour que vous compreniez, nous on avait des chiffres que l'État du Cameroun n'avait pas, et donc le directeur général des douanes avait écrit pour obtenir nos chiffres, et ces chiffres l'ont permis de redresser les importateurs au Cameroun, dont Congelcam. Congelcam avait été redressé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA, pour vous dire que c'était de très gros enjeux financiers. Et donc aujourd'hui, une telle décision avait permis de suspendre cette manne financière-là. Il y a bien évidemment eu beaucoup de pertes du côté des importateurs, et lorsque le Cameroun manifeste de nouveau son intention d'importer de ces pays-là, il est normal que ces gens-là demandent ce qu'on peut appeler un parachute doré, c'est-à-dire une lettre cadre qui les couvre et qui permettrait qu'ils ne se cassent plus le nez comme cela a été le cas en 2006. Donc cette pression-là s'est faite et cela a abouti à ce que vous avez entre les mains cette lettre adressée à l'ambassadeur et qui, dans la hiérarchie des normes juridiques, ne correspond à rien, mais qui permet simplement de rassurer ces importateurs qu'ils peuvent revenir au Cameroun. Voilà, voilà un peu. Or, nous ne sommes pas contre, mais nous disons que si cela se limite aux intrants, que le ministre le précise clairement. Nous recevons ce matin Dr Louis-Marie Cadeux. Il est le responsable du département recherche et enquête à l'ACDIC. C'est l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Nous aurons la réaction tout à l'heure sur Bernard Djonga d'ailleurs. Mais bon, Bengan, oui, docteur, allez-y. S'il vous plaît, comme pour sortir... Non, c'est pas pour sortir, on est encore là. Une dernière information. Oui,
Allez-y. Qui nous permettra tout au long du débat sur ce sujet de bien comprendre. On va dire que peut-être c'est pour les consommateurs que cette décision a été prise parce que le poulet est cher sur le marché. Et je réponds que c'est essentiellement une affaire de lobby fort ou de lobby faible. Parce que si nous prenons un autre secteur, celui de l'élevage des bovins, vous savez qu'il y a aussi une inflation de prix de la viande de bœuf sur le marché. Je crois au niveau de Douala aujourd'hui, on se trouve autour de 3 000 francs le kilo, le simple kilo. Mais vous n'avez jamais entendu que l'on a autorisé l'importation de la viande de bœuf. Cela est possible aussi à partir du Brésil. Il faut dire que le Brésil est un très grand producteur de la viande de bœuf et le Cameroun n'a jamais manifesté son intention d'importer la viande du bœuf. Pourquoi? Parce que le lobby des éleveurs est très puissant. Vous comprenez un peu. Donc, c'est cette situation-là qu'on ne nous dise pas que c'est pour le consommateur que l'on fait ça. Non, si on se souciait du consommateur, effectivement, on aurait peut-être autorisé que l'on importe la viande. Quand moi, je suis né, le kilo de viande coûtait 1 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000 pour vous dire que le consommateur subit. Donc, c'est une affaire de lobby. Et quand vous animez le débat sur ce sujet-là, il faut voir de quel côté se trouve, dans quel lobby se trouvent les personnes qui réagissent. Parce que des lobbies importants existent, des intérêts étant aussi très importants. C'est ce que je voulais préciser, s'il vous plaît. Docteur, qu'est-ce qui explique qu'à chaque fois qu'il y ait de telles décisions, il n'y ait aucune concertation avec les producteurs locaux? C'est un réel problème de démocratie. Et donc de démocratie participative, l'idée normalement c'est de faire des concertations et que la décision soit le fruit d'une concertation. Ce n'est pas le cas. Vous allez interroger des gens de l'IPAVIG, ils vous diront que même au sein de l'interprofession, certains étaient informés, pas d'autres. Et c'est ce qui crée ce qui convient d'être appelé d'une part une communication pathologique, c'est-à-dire une communication qui suscite pas mal d'effets parce que il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de confusion, et d'autre part une communication paradoxale parce que l'effet est pervers. On voulait dire aux éleveurs que par cette loi-là, par cette décision-là, on va diversifier les sources de fourniture des intrants de façon à ce qu'ils n'attendent plus longtemps pour avoir les poussins d'un jour. Ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas comme ça que les éleveurs ont compris, ce qui relève d'une communication paradoxale. D'autant plus que les gens se réfléchissent un peu. Si vous dites que vous importez les poulets d'un jour au Brésil, il n'existe pas de connexion directe par voie aérienne entre le Cameroun et le Brésil. Comment vous faites pour que les poussins d'un jour partent du Brésil pour le Cameroun? Cela arrivera au Cameroun 6 jours plus tard. Ça deviendra les poussins d'une semaine. Mais comment est-ce qu'on va nourrir ces poussins pendant tout le séjour, le transport? C'est simplement pas possible. On vous dit qu'on va affréter un cargo ou un fret aérien direct pour que les importateurs vont faire ça pour ramener au Cameroun. Ceux qui le disent ne tiennent pas en compte le fait que il y a des coûts, d'opération, ces coûts d'opération qui feraient en sorte que ce que l'on irait chercher au Brésil ne soit plus rentable et non ne soit plus profitable. À quoi sert-il de faire tout cela pour que le prix de revient d'un poussin soit encore supérieur à 400 francs ou bien soit équivalent à 700 francs comme aujourd'hui? Ce serait une activité qui n'a pas de plus-value. Donc c'est à ce niveau-là que l'on se trouve et l'incompréhension est d'autant plus générale et totale parce que lorsqu'on se met à réfléchir sur la faisabilité, on se dit qu'en fait il s'agit d'un marché de dupes. Qu'est-ce qui aussi peut expliquer qu'avec les différents bassins de production que nous avons au Cameroun, tels que le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, le gouvernement n'arrive pas à nous expliquer pourquoi ces différents bassins arrêtent d'être aussi productifs? Comme je vous le disais, de point de vue économique, c'est un choix. C'est un choix économique dans lequel que le Cameroun
que le Cameroun a depuis un certain nombre d'années. Je vous parlais de 20 ans. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Il y a des choses qu'on aurait pu faire pour rattraper le gap qu'on n'a pas fait et qui aujourd'hui nous rattrape et fait en sorte que nous sommes obligés d'importer de l'étranger. Ce n'est pas le phénomène d'importation ne touche pas que le poulet. Si je prends le riz, le Cameroun a importé en 2020 pour près de 900 000 tonnes de riz, ce qui est catastrophique. Et si on prend les denrées alimentaires en général, le Cameroun est parti de 2015 autour de 400 milliards d'importations de denrées alimentaires pour être au-dessus de 1400 milliards d'importations de denrées alimentaires en 2020. C'est une catastrophe. Si vous voyez la tendance générale des importations au Cameroun, en 2019, le total des importations au Cameroun était supérieur à 9 865 milliards, c'est-à-dire 3 865 milliards, c'est-à-dire à cette époque-là où le budget du Cameroun était à 4 000 milliards, c'est-à-dire environ 3/4 du budget, disons même 4/5 du budget. Vous comprenez un peu, donc c'est un phénomène, c'est une catastrophe dans l'économie du Cameroun aujourd'hui. Le déficit de la balance commerciale du Cameroun se trouve autour de 1472 milliards au Cameroun aujourd'hui, de déficit de la balance commerciale. Donc c'est terrible et c'est quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut une option économique qu'il faut avoir pour relever de façon durable la tendance. Or, ce n'est pas ce que nous observons. J'ai dit qu'on pouvait discuter plusieurs choses dans cette décision. Déjà même le principe d'importer. Ça, c'est très discutable. Oui, docteur. Dans un contexte où nous avons tout au pays pour produire. En ce qui concerne ce que vous citez comme bassin de production, sont des bassins qui se situent dans des zones agroécologiques agréables et propices à la production de masse. Oui, docteur, revenons un peu sur le plan santé. Vous avez dit tout à l'heure que la douane n'a pas la possibilité de vérifier et c'est le centre Pasteur seul qui nous donne quelques résultats. Et pourtant, depuis 2002, nous sommes supposés avoir un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique du Cameroun. Et je pense que c'est le Premier ministre d'ailleurs qui avait inauguré. S'il vous plaît, j'ai la peine à vous d'écouter la question. J'ai dit, le Cameroun est supposé avoir un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique depuis 2002. Oui. Et vous dites que c'est le centre Pasteur qui, quelquefois, donne des résultats et que la douane n'en avait pas. Où en est-on avec ce laboratoire qui était supposé être en Bopi? Il n'en existe pas? C'est dit que cela relève de ce que nous appelons les éléphants blancs. La DIC a publié une liste d'éléphants blancs, c'est-à-dire de ces entreprises-là qui ont englouti plusieurs milliards et qui n'ont jamais été fonctionnels. Et il faut dire que c'est le Premier ministre qui avait inauguré ce laboratoire, du moins le lancement des travaux de construction de ce laboratoire en 2002, en grande pompe, parce qu'il le fallait. Vous comprenez, jusqu'aujourd'hui, l'idée a simplement disparu, alors que à cette époque-là, 2 milliards avaient été déboursés pour ça. Et si nous restons dans le poulet, lorsque la DIC avait réussi à obtenir l'interdiction de découpe de poulet congelé en 2006, il fallait résoudre un problème fondamental qui se posait pour la ménagère, à savoir que les découpes de poulet congelé avaient quand même une vertu. Cela permettait, une ménagère qui n'avait que 300 francs CFA était capable d'acheter l'aile de poulet ou bien les pâtes pour aromatiser sa sauce. Vous comprenez un peu. Et le fait qu'au Cameroun, la filière ne produisait que des poulets entiers était non propice pour le panier de la ménagère, parce qu'il fallait avoir la capacité d'acheter un poulet entier. D'où nous avions dans les perspectives, dans la valorisation, proposé la mise sur pied d'une chaîne de découpage au Cameroun, de découpage, d'abattage et de découpage
des poulets congelés, des poulets locaux au Cameroun. Ce qui s'est passé, c'est que une fois de plus, pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici, le ministre en charge de l'économie à l'époque a plutôt autorisé la construction de cette chaîne-là là où il n'y a pas de poulet, c'est-à-dire... Oui, mais pourquoi vous ne vous évoquerez pas? Vous avez parlé tout à l'heure d'un lobbying qui interdirait l'importation de la viande de bœuf. Et vous avez justement des partenaires qui peuvent faire pression. Actuellement, même le FMI est en train de faire pression sur le gouvernement pour voir où est-ce qu'on en est avec l'argent Covid et tout. Est-ce que vous aussi, vous avez des partenaires à tous les niveaux, à partir même de la FAO, pour faire pression, effectivement, et parce que vous avez relevé avec raison d'ailleurs que nous, on ne subventionne pas ces secteurs, les autres pays subventionnent les secteurs et on vous met en concurrence. Oui, disons qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. J'étais en train d'expliquer un cas typique d'éléphant blanc, ce qui a englouti entre 2 et 7 milliards de Oui, mais ce cas peut amener les gens en prison si vous utilisez votre lobbying, comme le faisait Bernard Djonga, par exemple. Mais cela s'est passé. Mais c'est passé, le bâtiment n'est pas là. Ça veut dire qu'on peut enquêter. Non. La SPAC à Bafang n'est pas un problème de bâtiment. Cela a fonctionné. Et cela a été voué à l'échec. Parce que Bafang n'est pas un bassin de production de poulet. Et donc, on est parti mettre une usine quelque part pour des raisons électorales ou politiciennes. C'est-à-dire que M. Christophe Ekin, si vous voulez que je donne les noms, et son ami Louis-Paul Motazé, pour des raisons politiciennes, sont allés mettre... Oui, docteur, le laboratoire est supposé être en Bopi. Il n'y est pas. Vous pouvez monter un lobbying comme ceux de la viande bovine pour voir plus clair. Vous savez, vous avez bien parlé de lobbying, ça veut dire que c'est un combat. J'allais même dire que c'est des batailles à mener tous les jours. Oui, et vous préservez, vous voulez que le Cameroun s'alimente et s'alimente bien. Il faut bien que les Camerounais sachent qu'il y a des gens au combat. Non, ne nous donnez pas aussi le pouvoir qu'on n'a pas. Nous sommes une association, on n'est pas une institution gouvernementale pour ça. Nous sommes une association. Oui, vous avez mobilisé la société, même en France, autant en France qu'ici. Et ça nous a rapporté les décrets et les lois dont nous rappelait tout à l'heure. Et justement, docteur Louis-Marie Caudeux, souvenez-vous qu'à l'époque, l'action de l'ACDIC avait mené au limogeage d'un ministre d'un Minépia, à l'époque bien connu. Absolument. Je ne suis pas en train de dire que la DIC ne fera rien. Je suis en train de dire que pour l'instant, la DIC a une démarche factuelle. Pour l'instant, il faut accumuler les faits et sur la base de ces faits-là et du soutien des uns et des autres, on pourrait arriver à ce que vous demandez. Pour l'instant, on en est là. Non, docteur, permettez qu'on vous coupe. Vous nous dites, nous allons désormais on pourrait être désormais exposé à de la viande destinée aux chevaux. Voilà ce qui pourrait nous attendre là. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça prend du temps. C'est pas quelque chose. Ce combat qui a été réussi en 2006 a commencé en 1995. Ça prend du temps et au fur et à mesure on obtient des soutiens. Dites-vous que cela a aussi un coût. Donc il faut mobiliser tout cela pour arriver au résultat que vous avez vu. Nous travaillons pour ça, nous sommes là pour ça. Ne vous en faites pas. Dans tous les cas, le travail de veille, le travail d'alerte est constant. Nous serons toujours dans la continuité de ce que Bernard Djonga a laissé. Voilà. Donc je vous rassure sur ce point-là, il n'y a vraiment pas de doute. Je comprends que peut-être vous voulez dire qu'après Bernard Djonga, rien ne va plus se passer. Non, c'est pas vraiment le cas. Bernard a formé un certain nombre de personnes
qui vont bien évidemment continuer sur la même lancée. Mais c'est une étape, c'est une démarche un peu longue, en 17 étapes. Donc, nous ne sommes même pas encore à la 6e étape. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut imaginer, docteur, que cette affaire, débouche sur le limogeage du ministre actuel de Taïdeka? Non, on ne va pas politiser la chose. C'est-à-dire, si on politise, ça ne marchera pas. On ne va pas politiser la chose. Il ne faut pas qu'on fasse en sorte que il y ait des replis politiques, des replis dans les identités politiques. Cela risque de nous être préjudiciable. Moi, je pense que ce qui est utile aujourd'hui, c'est de montrer des faits qui permettent que chaque personne, quel que soit le bord politique, comprenne qu'il y a des difficultés. Ce qui s'est passé en 2006, notre objectif n'était pas de faire limoger le ministre Amadou Djadoudi. C'était pas ça le but. Le but était de faire en sorte que la découpe de poulet congelé soit interdit. Et donc, quand nous avons obtenu ce résultat, le reste était politique. Je te rappelle que même le journal qui fait la propagande du parti au pouvoir, l'Action, a intitulé, je me rappelle bien que poulet congelé, danger de mort. Donc, parce que c'était convaincant. Nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que l'on puisse convaincre toute personne, tout Camerounais, tout citoyen, quelle que soit sa chapelle politique. D'accord. Restez en ligne avec nous, on marque une courte pause, docteur. Retour dans ce studio avec le docteur Louis-Marie Cacdeux. Il est le responsable du département études et enquêtes de l'ACDIC, l'association camerounaise de défense des intérêts collectifs d'un certain feu Bernard Djonga. Alors sur Bernard Djonga, est-ce qu'on peut dire que cette décision qui arrive 2 jours, ou cette lettre qui arrive 2 jours seulement après son inhumation, est une deuxième mort? On l'a tué une deuxième fois. Oui. Sa mort a été une faille et les adversaires du Cameroun n'ont pas manqué de l'utiliser pour ouvrir une brèche pour l'importation. Disons que depuis 5 ans, il y a eu plusieurs tentatives et on fera en sorte que même cette tentative aussi échoue. Quand je dis depuis 5 ans, le 15 mars 2016, ce problème de grippe aviaire s'était déjà posé et le même ministre avait pris des décisions que nous avions trouvées disproportionnées par rapport au protocole sanitaire qui existe en matière d'épisodie de grippe aviaire, à savoir que l'on boucle un foyer sur un rayon de 10 km et on détruit les sujets dans ce rayon-là. Or, quand un cas s'est signalé à Bayangam d'une part et puis en Vogbeti d'autre part, c'est tout le marché national qui avait été fermé, ce qui a conduit bien évidemment à l'affaiblissement de la filière, un affaiblissement qui devait justifier justement les importations. À chaque fois, nous connaissons la chanson. On veut faire en sorte que la filière nationale soit affaiblie, que l'on dise qu'il y a rareté des poulets sur le marché pour justifier les importations. Or, c'est une filière qui faisait partie des seules filières excédentaires au Cameroun. Je vous ai parlé du déficit de la balance commerciale. Et donc, c'est cette filière-là qui exportait les produits dans toute l'Afrique centrale jusqu'au Soudan et qui permettait au Cameroun d'avoir une économie en devise d'environ 18 milliards, ce qui n'est pas rien pour une seule filière. Donc, ça, on connaît déjà un peu la chanson et c'est pour tout cela que l'on peut ne pas aujourd'hui réellement faire confiance au ministre. On ne peut pas le croire sur parole. Il faut faire en sorte que, comme l'administration est écrite, s'il y a une décision, une bonne volonté de sa part, qu'il reprécise dans un autre acte, qu'il prenne un autre acte pour repréciser sa position. Voilà un peu où on se trouve, à quel niveau on se trouve aujourd'hui, quoi.
Vous nous avez expliqué le processus d'analyse des poulets qui, lorsqu'ils arrivent par exemple au port, ils sont obligés de passer par l'Institut Pasteur à Yaoundé pour des analyses avant d'être consommés. Maintenant, on sait que dans ce processus-là, il peut y avoir des fuites. Oui, bien sûr. Et comment Bien le consommateur sûr, final fait pour se dit... rassurer de la qualité du produit? Non, je n'ai pas dit que lorsque les poulets d'importation arrivent au Cameroun, ça passe par le centre Pasteur. Non, nous on est parti analyser au centre Pasteur parce qu'on voulait prouver le caractère impropre à la consommation humaine. Il n'y a aucune analyse qui se fait sur les produits alimentaires qui entrent au Cameroun. Wow. Donc, c'est l'insécurité totale. Il n'y a rien. C'est-à-dire que sur le principe, nous devons être toutes et tous contre les produits alimentaires qui viennent de l'étranger parce que personne ne contrôle la qualité. Personne. Au Cameroun, en 2021, on ne contrôle pas la qualité de ce qu'on mange. Et c'est ça qui ouvre d'ailleurs la voie à l'importation de toutes sortes de déchets alimentaires, des aliments. On aura l'occasion de parler du riz et de la qualité de riz qui se retrouve sur le marché, qui est tout à fait inacceptable. Donc, c'est une situation d'insécurité totale. Aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y en a même pas besoin de fuite. Quand vous allez vous trouvez une filière pour importer les aliments au Cameroun, vous payez le transport, vous payez la douane, ça arrive sur le marché, personne ne contrôle rien. Il faut que ce soit bien précisé comme ça. Voilà, que ce soit bien clair pour nous tous. Merci, docteur Lumari Cagdeux, d'avoir parlé et éclairé nos auditeurs ce matin sur cette question. Merci Eric Poupoussi, merci aux aimables auditeurs, merci à tous les collaborateurs en studio. Nous restons ensemble. Je rappelle que l'ACDIC, évidemment, continue à faire le suivi, évaluation, comme on le sait, des mesures prises en 2006 par le même ministère de l'élevage pour lutter contre la concurrence déloyale que menaient les produits importés à la filière nationale. C'est bien cela. Vous continuez à le faire. Oui, absolument. C'est la 17e étape. Je vous ai parlé d'une démarche en 17 étapes, c'est la 17e étape dans notre démarche. C'est le suivi évaluation. D'accord. Vous êtes le responsable du département études et enquêtes de l'ACDIC, d'un certain feu Bernard Djonga. L'ACDIC, c'est l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. On a également une pensée pour la secrétaire exécutive et permanente de l'ACDIC, c'est Madame Viviane Teguia. Merci donc à vous, monsieur docteur Cagdeux. Madame, monsieur, restez sur Radio Equinox. On marque une courte pause et on revient juste après pour la suite. On aura dans un court instant le président de l'IPAVIX, l'interprofession avicole du Cameroun, qui sera en ligne avec nous dans un court instant. Léopold Kemga, qui nous évoquera comment se porte cette interprofession avicole et comment se portent les producteurs camerounais. Il nous donnera tous les chiffres, les banques à gagner et les difficultés qu'ils ont au quotidien pour produire ce que nous mangeons en termes de produits avicoles. La pause finalement ne se fera donc pas, puisque la revue de presse, vous l'avez constaté ce matin, n'est pas justement disponible pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors bon, Bengan, on a écouté avec beaucoup de passion et beaucoup d'efforts et beaucoup de plaisir et d'intérêt les explications de docteur Lumari Cagdeux de l'ACDIC. On voit très bien que cette mesure ou bien cette lettre adressée à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun ne passe pas. Non, ça passe sur le plan politique. Ça ne passe pas au niveau de... Non, je pense qu'il faut dire deux choses fondamentales. La première, c'est que le Cameroun n'est pas souverain. On le dit depuis toujours. C'est que les 10 points qui constituent le consensus de Washington, que vous appelez libéralisation des économies, dit par exemple au point 7 qu'il faut libéraliser les échanges. Ça a commencé par le rabattement de 10% des taxes et douanes jusqu'à l'effacement total. Donc, pour les pays du tiers-monde, il faut enlever les barrières douanières. C'était d'abord ça le problème.
Or, comment vous pouvez protéger? Donc, je veux dire, la douane a pour mission principale de protéger l'espace économique du pays concerné. Nous, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il a parlé de lobbying tout à l'heure. Vous ne pouvez pas. Comment d'abord, la souveraineté voudrait que nous mettions nos normes en place et nous les faisons appliquer. Alors, nous n'avons pas les moyens de le faire. Pourquoi ce qui réussit à la filière bovine ne réussit pas à la filière avicole? Il a dit quoi? Il a dit un lobbying. Parce qu'il y a des gros intérêts. C'est cela la mondialisation de l'économie. Donc, on a laissé, par exemple, les États ont laissé un peu, ou alors ont délégué certains de leurs pouvoirs aux multinationales. Et ces multinationales sont encadrées par les pays concernés. C'est comme ça que ça se fait. Là-bas, le Brésil, par exemple, souvenez-vous, lorsque le président Lula da Silva était arrivé ici, et lorsque le président Biya était arrivé au Brésil, lui, Lula da Silva arrive au Cameroun avec une pléthore d'opérateurs économiques, privés comme du public. Mais lorsque le président Biya était allé au Brésil, il était allé avec qui? Personne. Maintenant, la FAO procède parce qu'il fallait coordonner. Le Cameroun était quand même à un moment donné la locomotive sur le plan de la CEAC, donc les 6 pays de la CEMAC, plus la RDC, l'Angola, le Burundi et le Rwanda, pour construire ce laboratoire auquel je faisais allusion tout à l'heure, laboratoire d'analyse des rendez alimentaires d'origine aliment. Qui est censé être en Bopi et qui n'y est pas. Voilà. Toujours. Et qui n'y est pas. Mais qui n'est pas fonctionnel. Non, qui n'y est pas. Il s'est pas construit, il n'y a pas de bâtiment. On a construit des murs là, c'est fini, il n'y a rien dedans. Attends, après la clôture, là, il n'y a plus rien. Et après, il a dit que, voilà, apparemment, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. On a mis les murs, c'est tout. Il n'y a rien. Donc, il fallait donc procéder, pour certains pays, procéder à cela pour forcer ou alors renforcer son État. Mais nous n'avons pas de diplomatie. D'accord. On nous signale en ligne, donc, il est en ligne, le président de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun, Léopold Kamga. Il est en ligne ou pas? Il n'est pas encore en ligne, bon, allez-y. Non, je disais, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas. Regardez, c'est pourquoi que certains producteurs d'ailleurs disaient, on rappelait au président de la République, et je le rappellerai toujours, vous ne pouvez pas avoir des banquiers dans votre pays parce que c'est eux qui supportent là. Ils vous disent, signons les accords de partenariat économique avec le Nigeria, avec l'Union européenne, on va tout perdre parce que les signer avec l'Union européenne veut dire que les autres pays de l'ALENA, donc ça veut dire que l'Amérique du Nord plus une partie de l'Amérique latine, c'est là où le Brésil fait partie, ils vont vous envahir et ils vont vous exiger les normes chez eux. Et nous, on ne pourra pas. Vous avez vu ça commencer en mai 2000, lorsque, avec la Goa. Donc, Bill Clinton vous dit, bon, par pitié, vous pouvez envoyer quelques produits que je vais sélectionner chez vous, vous pourriez les vendre au marché américain par pitié. Donc, et nous alors, nous ne pouvons pas. Or, c'est un débat qui date depuis 1961 avec les ACP. Des accords des ACP, des Caraïbes et Pacifique. Et on n'arrive toujours pas. Je pense même que les premiers accords à l'époque étaient signés à Yaoundé avant qu'on les transfère à Lomé. Et nos pays qui sont des enclos coloniaux, nous sommes là pour perpétuer le comptoir colonial. Donc, chaque fois qu'un citoyen ou un groupe de citoyens, là, pour le cas précis du Cameroun, a essayé de donner le poids. Vous avez vu comment on réfléchit précisément parce que même les partenaires au développement savent que en fait les pays africains ont raison. Mais nous avons, et on le disait encore hier avec notre invité d'hier, le professeur Rachid Mbembe, nous savons que les satrapes, pour utiliser son terme, ne sont là que pour piétiner, c'est-à-dire on fait comme si leur émergence passe par le piétinement de leur population. Mais où est donc la devise du Cameroun, paix, travail, patrie? Non, les orientations de cette devise-là devraient questionner, j'allais dire, l'envolée ou la feuille de route de ceux qui nous dirigent. Mais malheureusement, vous vous rendrez compte que ceux qui nous dirigent ne savent même pas ce que c'est que la devise du Cameroun. D'accord. On nous signale finalement, enfin, en ligne, Léopold Kamga, c'est le président de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun. Bonjour, président. Bonjour.
bonjour monsieur. Voilà. Vous êtes le président, je l'ai dit, de l'interprofession avicole du Cameroun. Qu'est-ce que l'interprofession avicole répond à cette lettre du MINIPIA adressée à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun? Oui, je suis le président de l'interprofession avicole, bassin ouest-nord-ouest. Bassin ouest-nord-ouest. D'accord. Alors, nous avons été indignés en voyant dans les réseaux sociaux cette lettre qui accorde l'importation vers le Brésil des produits aviaires et sous-produits, surtout quand on parle de sous-produits. C'est ça qui nous a indignés parce que nous sortons déjà d'une crise perpétuelle depuis 2016. La crise de grippe aviaire, après la crise de grippe aviaire, on ne s'est pas remis. Covid-19 est arrivé à renforcer davantage les producteurs, y compris multiples crises. Elle est diverse. Et dès que nous avons pris connaissance de ce document, qui ne s'avère pas vérifié parce qu'en fait, nous n'avons pas eu de bonnes sources pour avoir les raisons fondées. Et ça nous inquiète, tout le monde est inquiété parce que nous sommes les plus gros bassins de production. Nous sommes vraiment inquiétés parce que le Brésil, c'est un géant des géants dans le monde avicole. Et c'est grâce au Brésil que nous fonctionnons parce que c'est lui qui nous fournit du soja et parfois le maïs. Le maïs qui est un ingrédient qui participe à 60% du taux de mélange de l'aliment. Donc c'est une très grande inquiétude parce qu'on n'a on n'a pas de position de riposter face à une telle puissance en agriculture. Mais qu'est-ce qui vous inquiète concrètement? L'inquiétude, c'est l'envahissement de notre marché. Ils ont le pouvoir d'achat, ils ont la capacité de produire à moins de coûts, et nous sommes un marché embryonnaire par rapport au Brésil. Mais sauf que les chiffres nous disent que la production, la demande nationale est fixée à 105 000 tonnes annuellement et que pour l'instant on n'arrive pas à franchir le cap de 65 000 tonnes par an. Non, c'est pas le cas. L'agriculture camerounaise ces derniers temps avant la crise de 2016 avait atteint un sommet au point que nous servions déjà nos voisins, c'est le Congo, le Gabon, le Tchad, ainsi que tous nos voisins de l'Afrique centrale. C'est nous qui sommes la locomotive sur le plan avicole en Afrique centrale. Surtout que nos produits sont élevés de manière naturelle. Tout ce qui vient par exemple de l'Occident, c'est des produits, c'est parfois des poulets élevés sous la base des hormones. Dont nous n'avons pas de moyens pour vérifier la qualité en termes sanitaires. Donc le meilleur risque pour nous, c'est de nous contenter de ce que nous produisons. C'est le meilleur risque de produire, de consommer ce que nous produisons. Donc le risque se situerait à cette concurrence que le Brésil ferait aux producteurs locaux, agriculteurs locaux donc du Camerounais, parce que les produits seront forcément moins chers en termes de prix. Oui, les produits seront très moins chers, parfois de qualité douteuse, parce que, pour son âme, le président Djonga, il y a quelques années, avait démontré par de grands laboratoires au monde que les produits qui nous venaient de l'extérieur, effectivement, le Brésil faisait partie de ces pays qui nous envoyaient les produits finis avicoles, qu'elles n'étaient pas propres pour la santé humaine. Parfois, ce qui allait en export était différent de ce qui est consommé dans leur pays. Donc, et comme nous n'avons pas de moyens suffisants pour vérifier la qualité, nous courons parfois de très gros risques sur le plan sanitaire, sur le plan de la population. Mais quels sont vos besoins aujourd'hui, vous qui êtes des agriculteurs camerounais, quels sont vos besoins aujourd'hui pour mieux vous en sortir? Notre besoin, actuellement, il y a une crise de poussière. La crise de poussière est due au fait que l'État, il y a eu la grippe aviaire dans certains pays partenaires qui nous fournissaient les poussins et les œufs à couver. Et
et ils ont eu de la grippe aviaire déclarée par l'Organisation de la santé animale. Et le Cameroun était obligé de couper le pont pour éviter que notre pays ne soit envahi par la grippe aviaire. Bon, quand à cela ne tienne, c'est un grand problème. Actuellement, nous pensons que la meilleure façon pour nous d'éviter cette fameuse grippe aviaire dont l'origine est toujours les oiseaux migrateurs. Parce qu'en Occident, ils ont plusieurs climats qui permettent aux oiseaux de quitter d'un lieu, de quitter parfois d'un lieu à l'autre pour résister aux intempéries. Et parfois, en aller ou en retour, ils peuvent transporter la grippe aviaire qui revient de manière cyclique et répétitive. Nous pensons que la meilleure façon, c'est que nos États puissent créer, nous rendre autonomes dans le choix des parents et des grands-parents, parce qu'en Afrique centrale, nous n'avons pas de oiseaux migrateurs, et dès que nous avons cette sémence, que nous allons chercher tous les jours en Europe, nous pourrons être épargnés jusqu'à un certain pourcentage de ces aléas-là. Donc, ça nécessite de très gros investissements, mais c'est la souveraineté de l'État. Mais comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous réussissez à contourner tous ces problèmes? Réussir à contourner les problèmes, c'est juste déjà que les industriels locaux, leur capacité n'arrive pas à fournir les poussins, les besoins de poussins, c'est de recourir dans les pays qui ont de fortes productions en OAC et en poussin d'un jour pour ravitailler le marché camerounais, et qui actuellement, je crois, c'est le cas du Brésil. Je crois, les autorités ont pensé que le Brésil faisait partie de ceux qui peuvent nous ravitailler dans le déficit des poussins et des OAC. Donc vous dites qu'aujourd'hui, il va falloir que l'État puisse s'impliquer davantage en termes de financement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faudrait que l'État puisse s'implanter dans le financement à long terme, c'est-à-dire ce que nous allons rechercher en Occident, l'État a la possibilité de créer cela localement, et nous pourrons servir au-delà du pays toute la sous-région, c'est-à-dire les parents et les grands-parents. Les parents et les grands-parents, ça veut dire quoi, les parents et les grands-parents? Vous savez, vous êtes sur la radio et... Les parents, en fait, c'est comme un élément de base. On parle des éléments un peu plus génétiques. Et de là, tout part, comment je vais expliquer, de manière terre à terre. Oui. Vous voyez, les parents, les grands-parents, parce qu'en fait, ce que nous avons avec nos industriels, c'est les parentaux. Et des parentaux qui sortent les œufs, les élevages qui produisent les œufs de table et les poulets destinés pour la consommation. Ça veut dire que c'est un processus, et ce processus, c'est ce que nous allons chercher en Europe. Nous avons tous les éléments au Cameroun, surtout au Cameroun, pour pouvoir créer ces grands-parents. Alors, donc vous dites que le Cameroun, si j'ai bien compris votre développement, c'est que pour l'instant, le Cameroun ne maîtrise pas l'ensemble de la chaîne qui permet à ce que le Camerounais ait le produit fini dans son assiette ou chez lui. Exactement. Le Cameroun ne maîtrise pas tous les maillons de la chaîne. Oui, donc le Cameroun... Et expliquez-nous, la chaîne commence où et s'achève où? La chaîne, pour le moment, commençait au niveau des parentaux. Les parentaux, les industriels font naître ils font les œufs à couver, en fait, c'est les œufs, comme ça se dit, œufs à couver. C'est-à-dire qu'on les place dans les machines. Après 21 jours, ça éclore les poussins qui sont destinés soit pour les poussins pontes pour les œufs de table, oui, et les poussins chers pour la viande. D'accord. Et donc, les parentaux, c'est ce que nos industriels travaillent au Cameroun. Mais les grands-parents, maintenant, c'est beaucoup plus un travail de génétique, c'est un travail de permanence, de recherche, d'adaptation, et d'adaptation par rapport il y a la résistance aux maladies. Donc bref, c'est un problème génétique, et le Cameroun a tout ce potentiel. Et donc vous dites que... Oui, le Cameroun a ce potentiel. Oui, il faut que le Cameroun, que l'État
essaie de regarder plus en profondeur sur des investissements à long terme. C'est-à-dire former les chercheurs qui vont faire des... Les chercheurs, ils sont là, les gars sont là. Il y a tous nos universités disposent des départements de recherche. Il y a des généticiens. Je prends le cas de l'université de Tchang. Tous ceux-là sont dans les tiroirs. Il faut seulement faire la mise en exécution. Les chercheurs, les étudiants, ils sont tous là. Le potentiel est énorme. Il faut seulement penser à faire des choses à long terme. Karine. On va dire que les produits, vous avez cité tout à l'heure que les produits comme le maïs et le soja étaient produits importés depuis le Brésil depuis bien longtemps. Et on aimerait connaître comment est-ce que le Cameroun jusqu'aujourd'hui n'a pas réussi à maîtriser cette chaîne d'élevage-là. Oui, effectivement, c'est des problèmes qui se posent actuellement. Parce que les céréales, c'est-à-dire le maïs et autres, est disputé entre les hommes et les animaux. Au point que, et le niveau que nous avons atteint au Cameroun, il faut aller prendre le maïs ailleurs, régulièrement dans les pays comme l'Argentine ou le Brésil. C'est eux qui nous fournissent le maïs, qui a un taux d'ingrédients de mélange de 60% environ. Et le soja, c'est les deux éléments qui constituent l'alimentation animale. Le soja qui est une source de protéines et le maïs qui sont des sources énergétiques. C'est ces deux éléments qui sont primordiaux dans la fabrication d'aliments. Et on est obligé, les opérateurs sont obligés de commander soit en Argentine, parce que vous voyez le maïs, vous voyez produit en Argentine, le soja produit soit en Argentine ou au Brésil, ou dans d'autres pays comme le Zimbabwe et l'Afrique du Sud aussi. Et c'est un gros problème parce que nous avons la possibilité de produire tout cela au Cameroun et de vendre même à d'autres aussi. Mais qu'est-ce qui explique Ce qui explique, c'est le manque. On n'en a pas. Il n'y a que l'État. Pourquoi il y a ce manque? Oui, on vous écoute. Pourquoi ce manque? Ce manque, c'est parce que la demande est supérieure à l'offre. La demande est supérieure à l'offre. Et donc l'État, parce que ce qui est quand même extrêmement catastrophique, c'est que vous nous dites, dans un pays comme le Cameroun, c'est que on n'a pas assez de mesures incitatives dans le secteur agricole pour produire du soja et du maïs. Oui, en fait, c'est ça. Si la demande est supérieure à l'offre et que nous faisons recours ailleurs, ça veut dire qu'il y a problème de production. Mais bon. Si on avait une place, on ne serait pas en train d'aller chercher à des milliers de kilomètres de navires, de bateaux pour satisfaire le besoin. Quand même, c'est catastrophique tout ça. Oui, mais absolument. Et ça, c'est prévu. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Donc, en fait, la politique agricole du Cameroun je pense que le professeur Hogbende l'avait dit à l'époque, il faut décoloniser la politique agricole au Cameroun. On n'a pas encore réussi à la décoloniser. Et nous avons un partenaire comme l'Union européenne qui là-bas subventionne son agriculture et interdit, j'ai dit bien interdit aux États africains de le faire. Et on dit, oui, les marchés, la libre concurrence des marchés, ça n'existe pas. Même les théories qu'on apprend à l'école, c'est une fausse théorie. On ne doit plus apprendre ça aux enfants. On vous dit le marché se régule tout seul. Voilà, l'autorégulation des marchés, c'est une fausse théorie. Les marchés ne se sont jamais autorégulés depuis que l'humanité existe. Donc voilà un cas qui est là. Donc on vous dit, et même à l'ESSEC, on vous dit des choses du genre, oui, mais les entreprises camerounaises doivent apprendre à être concurrentes. Vous allez concurrencer qui? Oui, vous avez vu une multinationale dont je ne citerai pas le nom ici, qui est venue tuer Milky Way sur place. Alors que on laisse pas, il n'y a pas de libre concurrence. Alors Léopold Kabga, vous rebondissez sur les propos de Bonbon Bengan. Je vous en prie, rebondissez. Alors, j'ai dit donc, comme vient de dire le monsieur, c'est effectivement pour faire une concurrence avec quelqu'un qui a plus de force que toi et toutes les armes. En fait, nous avons un potentiel ressources humaines énorme. Il faut juste élaborer une très bonne politique, surtout impliquer les acteurs dans les décisions. Il faut que les acteurs, que ceux qui décident parfois,
s'assure que les acteurs du terrain, que ces décisions conviennent aux acteurs. Et parfois, la décision prise sur le terrain, c'est en déphasage. Ça crée des déphasages et qui n'harmonise pas la politique agricole, en fait. Donc en réalité, si vous permettez, on prend seulement le cas. En France, par exemple, tous les ans, on sait qu'il y a un salon de l'agriculture qui est de fin février, début mars, tous les ans. Là-bas, en France, il n'y a que 5% de la population qui s'occupe de l'agriculture. Or, la France mange à sa faim et exporte. Au Cameroun, 95% de la population s'occupe de l'agriculture et le Cameroun ne mange pas sa faim, ne peut pas exporter. Pourquoi justement? Ça veut dire la chose simple suivante. Paul Biya, lui, il a l'argent. Il peut créer ses formes. Donc on doit subventionner les petits agriculteurs. Ce n'est pas lui. Et vous allez remarquer que beaucoup d'anciens ministres sont dans l'agriculture. Donc s'il y a des fonds alloués, eux qui ont les moyens s'accaparent également des petits fonds qui peuvent venir d'ici et de là. Donc c'est une mauvaise politique agricole que nous avons ici. Les 95% des populations, à un moment donné, on a mené une fausse politique. On vous dit regroupez-vous en GIC, alors que le Cameroun, depuis les années 60, je pense que ça a commencé avec le deuxième plan quinquennal, en 1961, avec ce qu'on appelait les coopératives. On a eu le chaos, on a eu. Pourquoi venir donc subitement couper la voie au développement des coopératives, revenir aux GIC? Maintenant, on veut couper les GIC pour revenir aux coopératives qu'on avait abandonnées. Et vous voyez ce que... Et on veut revenir aux coopératives au moment où les Camerounais n'ont plus les moyens de se regrouper. Tout le monde est paupérisé et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà la mauvaise politique. Et même dans les GIC, vous savez, à un moment donné, il y avait même les GIC santé, dont le ministère de l'Agriculture donnait même les agréments pour ouvrir les centres de santé. Donc on a mis une politique agricole, j'allais dire pala, abracadabra, comme ça, qui nous Léopold, dans la dérive totale. Léopold Kamga, rassurez-nous, est-ce que votre téléphone est sur haut-parleur, main libre? Et il est sur haut-parleur, votre téléphone? Non, arrêtez le haut-parleur parce que ça crée un retour. Je vous en prie, arrêtez le haut-parleur. Je vous en prie, arrêtez-le, je vous en prie. Alors, ce que vient d'expliquer le monsieur là, c'est tout à fait, c'est des problèmes très sérieux. Et nous pensons que pour que le Cameroun décolle, nous devrons créer dans tous nos lycées, que tous les lycées techniques soient transformés en lycées agricoles. Il faudrait qu'un enfant qui réussit à atteindre la classe de 4e année puisse être capable de produire le maïs. Et alors, c'est par la formation, au lieu d'apprendre des enfants l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis. Mais est-ce que c'est possible, puisque les premiers bacheliers des lycées techniques agricoles, je pense que Yabassi en a produit l'année dernière, on ne sait même pas, ils n'ont plus d'avenir. Ici, à l'école de Mbalmayo, je pense que c'est fermé depuis longtemps. À Dibombari, ça n'existe plus. Et vous voyez, il n'y a plus de relations entre ce dont vous voulez faire la promotion aujourd'hui et le suivi. Il demande qu'on transforme tous les lycées techniques en lycée agricole. C'est un suivi, cher ami. Oui. Le petit lycée de Yabassi, un lycée agricole qui a fait ses premiers bacheliers agricoles, on les a abandonnés. Au moins, il fallait les accompagner par une politique en disant chacun a 2-3 hectares. Alors, il y a un problème. Alors, monsieur Kamga, oui. Est-ce que la radio est allumée derrière vous? Non, je n'ai pas allumé, non. Alors, dans la voiture, en bref. Oui, oui, s'il vous plaît, arrêtez le mode haut-parleur de votre téléphone. Voilà. Revenez au mode simple. Au mode simple. Je suis dans la voiture pour éviter le bruit. Tout à fait, nous sommes d'accord. Mais sauf qu'il y a le haut-parleur et ça crée un problème. Donc, arrêtez le haut-parleur. Oui. C'est bon? Oui, j'ai arrêté. D'accord. Non, il y a toujours ce retour. Non, je disais, l'idée est bonne, mais l'idée veut un suivi. Bon.
Oui, allez-y, monsieur. Oui. Oui, continuez, développez. Ouais, nous disions donc qu'en créant des lycées agricoles, nous avons la possibilité de créer de nouveaux paysans. Parce que si vous allez dans le monde des paysans, vous allez retrouver la plupart des paysans qui ont été formés il y a plus de 30 ans, sont fatigués, et les enfants qu'ils ont fait, personne, très difficilement on retrouvera un enfant de fils de paysan qui cherche à continuer le travail de son papa. Et je pense que nous pouvons, à partir de 10 ans, créer de nouveaux paysans. Si nous créons de nouveaux paysans, ça nous rassure. D'abord, ça va lutter contre le déplacement des gens du village vers la ville. De deux, il faut créer un climat que ce soit... Il faut les former, il faut les encadrer, il faut les installer. Et dès que les jeunes gens ont pris le goût au travail, je crois que le pays pourra décoller et produire suffisamment à manger. D'accord. Comment vous gérez la crise sanitaire de Covid-19 ? La crise sanitaire de Covid-19 a frappé très fort le secteur agricole. Déjà, tout a commencé par le confinement et les interdictions de voyager, c'est-à-dire du déplacement. Je veux dire le confinement. Les produits aviaires n'étaient pas consommés. Les produits aviaires qui allaient au Congo, au Gabon, ne pouvaient plus se déplacer. Il y avait des interdictions de regroupement. Les lieux de funérailles qui étaient des zones de haute consommation étaient interdits. Donc vous pouvez imaginer tout le reste qu'a subi les agriculteurs. Une première étude avait été faite 3 mois après le confinement, c'était des milliards que beaucoup ont perdu dans les exploitations. Et elle continue, le Covid-19 continue. Donc les éleveurs, les producteurs n'ont que les larmes dans leurs yeux. Et c'est un travail très difficile parce que on ne peut pas l'abandonner. C'est des investissements à long terme et il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir. Si l'État ne s'y s'emprunte pas, c'est très difficile parce que le découragement aussi, parfois dû à des raisons qui échappent à la volonté des producteurs. C'est très difficile. Et on se bat comme on se bat, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et partout dans le monde, l'agriculture est subventionnée. On ne pourra pas dire le gain de l'État, c'est de nourrir la population. C'est un gain inestimable. Nourrir la population, c'est un gain qu'on ne peut pas estimer. Et si l'État vient au secours des agriculteurs en général, c'est pas mal pensé. C'est pas mal pensé. Il semble évidemment que il y a sur cette question du Brésil et du poulet congelé du Brésil, il semble qu'il y ait une forme d'incompréhension sur est-ce que le Cameroun a repris l'importation du poulet congelé. Pour votre président national François Djonou de l'IPAVIC, il dément que le Cameroun ait repris l'importation du poulet congelé du Brésil. Mais est-ce qu'il demeure un risque que l'on puisse importer ce poulet-là? Parce que votre président dit que... Oui. On peut importer le matériel génétique, on peut importer la technologie, on peut importer toute autre chose, mais on peut pas, si on peut venir sur notre territoire, les produits finis, ce sera la fin de l'agriculture. Parce qu'en fait, nous n'avons pas les mêmes capacités de production ou les moyens de production. Et le marché étant la guerre, c'est une guerre économique. Si nous sommes détruits, si le Cameroun est mis à plat par rapport à la production locale, et le Brésil a la capacité de fournir et de gagner toute l'Afrique centrale. Déjà que nos voisins d'à côté, comme au Congo, ils consomment que le poulet brésilien. Et le poulet brésilien, c'est un marché qui nous était ouvert, que nous devrons d'abord conquérir, parce que notre potentiel de production agricole elle est forte par rapport aux autres pays de la sous-région. Et on peut dire que nous étions en compétition avec le Congo, parce que nos œufs allaient au Congo. Et elle était mieux sollicitée que les œufs venant du Brésil. Tout ce qui nous manquait, c'était la transformation de nos poulets.
conquérir le marché congolais, mais entre-temps, le Brésil ravitaille le Tchad en poulet, de chair, le Congo et autres. Donc nous avons besoin du matériel génétique, nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin d'autres choses, mais pas les produits finis. Pas les produits finis. Alors, votre président, François Djonou, dément pour l'importation de poulet congelé du Brésil. Vous avez discuté avec ça, vous avez parlé de ça avec lui? Oui, effectivement, c'est la correspondance, parce que cette correspondance n'a pas défini de quoi il s'agit en question. Quand on parle de produits aviaires et leurs dérivés, les produits aviaires et leurs dérivés, c'est les œufs et la viande. Alors, la lettre n'a pas spécifié, à moins que ceux qui ont fait la lettre ont des idées cachées derrière la tête et qui créent de l'inquiétude. Donc finalement, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'IPAVIC. En fait, nous disons, cette lettre aurait dû être rédigée autrement que de dire produits dérivés de la volaille. D'accord. En tout cas, restez en ligne avec nous. On marque une courte pause et on vous reprend juste après. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 656 62 22 22 670 54 70 49. Il est 8h passé de 47 minutes. Chers auditeurs, vous pouvez nous appeler ce matin pour partager avec nous votre point de vue concernant le sujet qui a été abordé aujourd'hui depuis 7h passées de 20 minutes sur Radio Equinox. Bonjour chez vous. On refait le Cameroun ce matin sur l'importation des produits avicoles et leurs dérivés. Allô, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour, comment on vous appelle? Appelez-moi Merlin Ouetté. D'accord, monsieur Ouetté, on vous écoute. Écoutez, Karine, je veux simplement dire qu'au Cameroun, les responsables, le gouvernement met les charrues toujours avant les bœufs. Parce qu'il est inconcevable que le ministre prenne les ministres sans être concerté avec les acteurs de la filière. Alors je pense que, au lieu que le ministre autorise l'importation des poulets congelés et ses dérivés, il autorise plutôt que les Brésiliens viennent s'installer et permettre aux Camerounais de s'approprier des méthodes de production et si possible aussi venir avec des incubateurs et parentaux, comme le président disait tout à l'heure, on fasse tout sur place et pour donner la possibilité aux Camerounais de se perfectionner, de se développer, de rester en santé. D'accord. Merci. On vous écoute. Il est parti. 656 62 22 22 670 54 70 49. Ce matin, on parle de l'importation des poulets et des produits dérivés dans la lettre du ministre de l'élevage, de la pêche et de l'industrie animale, signée depuis le 22 mars 2021, adressée à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun, adressant notamment son agrément pour l'importation de ces différents produits-là. C'est quoi votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous vous rendez bien compte qu'il y a une pénurie de poulets sur le marché et que ça pourrait expliquer notamment cette décision? Vous pouvez nous appeler au 656 62 22 22 ou alors au 670 54 70 49 sur Radio Equinox ce matin. On a eu comme invité ce matin le docteur, le premier c'était le docteur Louis-Marie Cagde, qui nous parlait notamment de l'IPAVIC et des actions menées jusqu'ici pour de l'ACDIC, autant pour moi, pour des actions menées jusqu'ici pour lutter contre l'importation des produits agricoles au Cameroun. Allô, bonjour. Il est parti. 656 62 22 22 670 54 70 49. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de partager avec nous votre point de vue concernant ces différents produits avicoles qui seront importés très bientôt du Brésil. Allô, bonjour. Bonjour, madame, Sita. Bonjour, comment on vous appelle? Wabo Emmanuel depuis Bédi. On vous écoute, monsieur Wabo.
Non, madame, nous ne savons pas vraiment. Les Camerounais ont la volonté de s'exprimer sur ce qu'ils ont vraiment appris. Mais pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas leur donner les opportunités de vraiment d'investir dans leur pays, de mettre vraiment sur le marché ce qu'ils ont appris? Pourquoi chaque fois il faut toujours venir à l'extérieur? Est-ce que nous-mêmes nous sommes incapables? Monsieur Bobo raconte des choses vraiment très pertinentes. Tous les jours il le dit, nuit et jour il le parle. Voilà maintenant le professeur qui vient de parler tout à l'heure là. Le deuxième intervenant c'est la même chose. Mais pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas vraiment permettre à ses enfants vraiment de se manifester sur ce qu'ils ont appris? Nous ne comprenons absolument rien. Alors si nous tentent toujours à l'extérieur, c'est qu'ils ont un intérêt à l'extérieur. Ils veulent plutôt vraiment piétiner les Camerounais. Ce qu'ils ont appris, ils veulent enterrer ça. Et puis, vraiment, à l'extérieur, le président de la République, M. Biya, a demandé aux Camerounais, ce qui est à l'extérieur, qu'ils viennent à l'intérieur, vraiment manifester ce qu'ils ont appris à l'extérieur, qu'ils aillent de rechercher et venir à l'intérieur pour produire. Mais ils ont la volonté de le faire. Pourquoi le gouvernement camerounais n'accepte pas? Vraiment, nous sommes dépassés. C'est impossible. Merci, madame. Merci aussi à vous de nous avoir appelé ce matin au 656 62 22 22 et au 670 54 70 49, les deux contacts qui vous permettent de nous appeler ce matin et de partager avec nous votre point de vue par rapport au sujet de ce matin. On s'intéresse notamment à l'importation des produits avicoles et de leurs dérivés depuis le Brésil. Allô, bonjour. Good morning, Karim. Good morning, sir. Your name, please. Franklin calling from Bonaberi. Okay, we are listening, Franklin. Yeah, I wanted to also suggest that if they bring the product, we can decide to educate Cameroonians not to consume it. We have what we consume what we have, and let the importers keep it. And when they will keep it, and there will be no market, they will be forced to also abandon the importation. That is another way, because as we are saying, nothing will change. The government has already taken its decision, and you know how they behave. It does not concern them. Their own is to import. So we should rather educate Cameroonians not to consume it and go for... Allô? He's gone. 656 62 22 22 670 54 70 49. Une dernière contribution. Cet auditeur proposait qu'on fasse un boycott de ces produits lorsqu'ils arriveront. S'ils arrivent, parce que pour l'instant, il y a encore un flou. Que si jamais ces produits arrivent, on devrait faire un boycott pour empêcher qu'ils soient consommés. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Toucha Etienne de Carré à Lombaba. D'accord, monsieur Toucha, on vous écoute. Bon, ici, vous voyez que nous sommes face à un problème pratique de notre développement. Nous avons des terres, nous avons des hommes formés, mais nous ne pouvons pas produire. Nous passons le temps à accuser les Blancs. Parce que c'est les Blancs qui nous empêchent de faire ça. Ça veut dire que chez nous, nous avons un problème. C'est le mauvais cœur. Les gens veulent s'enrichir seuls. Et il y a deux types de Camerounais. La population, qui est le Camerounais privilégié, et le peuple qui est la population délaissée. C'est ça le problème. Il faut résoudre ce problème. Pour que le Camerounais délaissé, qui est le peuple, devienne fasse partie de la population. Bonne journée. Meilleur à vous. Merci de nous avoir appelés ce matin. Merci. C'est quand même, on va dire, un paradoxe. C'est ahurissant tout cela, enfin, ce qu'on a entendu ce matin de la part des producteurs locaux sur comment ils s'en sortent. Et on voit très bien que là encore, c'est une grosse hérésie, le fait d'importer du soja et du maïs pour nourrir les poulets que nous avons au Cameroun. C'est extrêmement ahurissant. Et quand on entend ça, on se dit, comment se fait-il dans un pays comme le Cameroun où on dit qu'il y a un taux de chômage abyssal, où les gens vous disent qu'ils n'ont rien à faire, et pourtant il y a les terres arables, il y a les terres, on le sait, et il y a tout ce qu'il faut pour produire du maïs. Ça ne demande pas une expertise particulière, hein, vraiment pour produire du maïs et du vraiment soja, pas. Mais malheureusement on ne peut pas le faire. Malheureusement on le fait pas suffisamment pour pouvoir on va donner de la possibilité aux personnes qui élèvent les poulets de nous produire autant de produits aviaire que l'on peut. C'est malheureusement dans ce piège que nous nous retrouvons. On va dire au revoir au président du bassin ouest de l'Ipavik. Merci d'avoir appelé ce matin, sauf si vous avez un dernier mot, monsieur Léopold Kamga. Oui, le dernier mot que je peux ajouter, c'est d'expliquer aux Camerounais
que l'aviculture, c'est-à-dire la viande de poulet, est la meilleure en termes de sources de protéines et la moins chère. Ça veut dire que en un laps de temps, à moins d'un mois, on peut se décider à relever un taux de protéines, à relever, bref, un défi alimentaire avec la volaille. C'est un très grand challenge et tout le monde doit avoir l'œil dessus sur le secteur avicole parce qu'elle peut conduire notre économie. Elle crée ça a des effets incalculables. Ça a des effets incalculables. C'est la meilleure source de protéines et c'est la moins chère et c'est accessible à toutes les bourses. Merci. Oui. Merci d'avoir appelé ce matin sur Radio Equinox. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir appelé, d'avoir été ce matin avec nous depuis 6h jusqu'à 9h. Rendez-vous en Bengan, merci à vous. C'est vrai que vous développez au quotidien ici tout ce qu'il y a comme consensus de Washington, mais les gens ne vous prennent pas trop au sérieux. Je pense que aujourd'hui ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre pourquoi nous sommes, on va dire, épurés. Dans 20 ans, nous n'aurons même plus de larmes pour pleurer. Voilà, donc ce fameux, c'est pas qu'une dimension pour accuser les blancs, hein, c'est qu'il y a toute une politique. Faut accuser les blancs. Lorsqu'on a que vous appelez les ACP, l'orientation c'est quoi? Justement, ils vous interdisent de subventionner votre agriculture et ils font ça chez eux. C'est pas accuser quelqu'un, il faut les accuser. Maintenant, il y a le mauvais cœur des dirigeants, précisément parce que ces dirigeants sont mis en place pour perpétuer la politique des Blancs. Le comptoir colonial. Absolument. Nous sommes des enclos coloniaux. Plus le mauvais cœur. Donc le mauvais cœur va venir que bon, bêta, je prends là-bas, mais je piétine mes frères et sœurs ici. Voilà ce que les Blancs leur ont appris à faire. Et maintenant, ceux qui veulent donc s'émanciper de la tutelle des Blancs, on vous coupe les têtes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faut une révolution agricole au Cameroun. Et cela, c'est un plan. Ça ne peut se faire qu'avec les nationalismes, pas avec ceux qui sont là, ni avec les enfants. De toutes les façons, c'est une question qui est transversale, qui est panoptique, parce qu'on peut voir également qu'il y a beaucoup de gens qui produisent à Konjok là-bas, mais qui n'ont pas les routes pour acheminer ce qu'ils ont produit. Hein. Et qui subventionne les routes? C'est la question. Voilà. C'est encore l'État qui a le mauvais cœur. Voilà. Je vous dis, si vous avez à la tête de vos États les gens qui perpétuent la politique coloniale, il y en aura. D'accord. Il y aura ça, donc enlevez-les. Ce sera le mot de la fin, enlevez-les. Madame, messieurs, merci d'être sur Radio Equinox. Rendez-vous demain 6h. Bonjour chez vous. Information et divertissement entre 6h et 9h.